Mon mari m'a tendu des fleurs le jour de mon anniversaire devant tous mes amis. Surprise, je pars en voyage. Avec ma maîtresse. Mes 3 fils ont ajouté, nous avons réservé leur billet pour que tu ne sois plus associé à un tel raté, maman. Tout le monde a ri et applaudi. J'ai souri calmement et je suis parti. Le lendemain, j'ai effacé leur nom de mon testament et j'ai gelé leur compte bancaire. J'ai reçu des messages désespérés, désolé, maman. C'était juste une blague. Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je m'appelle Lorraine, et voici l'histoire de la façon dont ma vie, telle que je la connaissais, a été réduite en cendres le jour de mes 50 ans, et comment je suis né de nouveau de ces cendres. L'odeur du jasmin de nuit a toujours été ma préférée. Elle est censée être apaisante, un parfum doux qui flotte dans l'air frais du soir. Mais ce soir, assise ici sur ma balancelle de Porsche, elle sent tout simplement le poison. Elle est écœurante, étouffante. Chaque balancement doux de la balancelle me donne l'impression d'une bousculade. Et le grincement rythmique des chaînes ressemble à une horloge égrenant les secondes de ma nouvelle réalité brisée. Cela fait 5 heures. 5 heures que je suis parti de ma propre fête d'anniversaire pour mes 50 ans, laissant derrière moi les visages souriants de mes amis, le gâteau à moitié mangé, et le cratère fumant là où se trouvait autrefois ma famille. Mes mains tremblent encore. Je sers une tasse tiède de camomille, mais autant que ce soit de l'essence pour le bien que cela me fait. Je continue à voir la scène, à rejouer le moment dans ma tête comme un accident de voiture. Je ne peux pas détacher mon regard de mon mari, Arthur, debout là avec ce sourire charmant qu'il réserve aux apparitions publiques. Mes 3 fils, Gareth, Spencer et Dean, debout à ses côtés, l'air si fier. Et tous ces visages, des gens que je connais depuis 20 ou 30 ans, tous tournés vers moi, leurs expressions passant d'une attente joyeuse à autre chose. Du choc, de la pitié, dans certains coins, une lueur d'amusement cruel. C'était censé être ma soirée, la célébration d'un demi-siècle. 50 ans à essayer d'être une bonne personne, une bonne épouse, une bonne mère. J'avais passé des semaines à l'attendre avec impatience. J'avais acheté une nouvelle robe, une ravissante soie bleu saphir qui me faisait me sentir, qui me faisait me sentir jolie pour la première fois depuis longtemps. J'imaginais des toasts et des rires, et peut-être un slow avec Arthur. Un moment pour avoir l'impression que nous étions encore le jeune couple qui s'était promis l'éternité. Quelle idiote j'ai été. Quelle sotte aveugle et sentimentale. Ils ont appelé cela une présentation spéciale, un hommage. Et moi, comme une imbécile, j'ai souri et j'ai senti une chaleur envahir ma poitrine. Je pensais que ce serait un diaporama de vieilles photos, les garçons lors de leur premier jour d'école, les vacances en famille au lac, des portraits de Noël maladroits où quelqu'un fermait toujours les yeux. Je pensais que ce serait doux, peut-être un peu embarrassant, mais plein d'amour. Au lieu de cela, ils m'ont placé au centre de la pièce et m'ont exécuté publiquement. Ils ont pris une vie entière de mon amour, de mes sacrifices, de mon dévouement, et ils me l'ont jeté à la figure comme des ordures. Alors maintenant, je suis assise ici dans le noir avec l'odeur du jasmin qui m'étouffe. La fête est finie. Les invités sont rentrés chez eux en chuchotant et en cancanant sur l'implosion spectaculaire de la famille Miller. Et je me retrouve avec un silence bourdonnant et une seule question brûlante qui résonne dans les décombres, comment n'ai-je rien vu venir? Comment ai-je pu être si aveugle? La maison derrière moi est sombre. Ce n'est plus un foyer. C'est juste un bâtiment rempli de fantômes et de mensonges. Et moi, je suis encore là. Et je commence à réaliser que le chagrin qui me tord le ventre est en train de se cristalliser lentement mais sûrement en quelque chose d'autre. Quelque chose de dur, de froid et d'assez tranchant pour couper. Vous savez, quand on est jeune et amoureux, on croit aux contes de fées. Mon conte de fées a commencé il y a 25 ans avec Arthur. Il était brillant, ambitieux, avec un feu dans les yeux qui promettait une vie hors du commun. J'étais juste une jeune fille avec un héritage important de mes parents qui étaient décédés beaucoup trop jeunes. Je ne cherchais pas quelqu'un pour s'occuper de moi. Je cherchais un partenaire, quelqu'un avec qui construire une vie. Arthur m'a vendu ce rêve et je l'ai acheté entièrement. Il avait une idée d'entreprise, une start-up technologique qui allait, prétendait-il, changer le monde. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de capitaux. Mes capitaux. Je n'ai pas hésité.
J'ai liquidé une grande partie de mon fonds fiduciaire, l'argent que mon père avait travaillé toute sa vie à sécuriser pour moi, et je le lui ai remis. C'est pour nous, me disais-je. C'est pour notre avenir. Et pendant un temps, j'ai eu l'impression que c'était le cas. L'entreprise a décollé, pas comme une fusée, mais elle a connu un succès suffisant. Nous avons acheté cette maison dans ce joli quartier. Nous avons eu Gareth, notre premier-né sérieux et beau. Puis est venu Spencer, l'enfant du milieu, charmant et facile à vivre. Et enfin, Dean, notre bébé doux et calme. Ma vie est devenue leur vie. J'ai mis de côté mes propres aspirations professionnelles pour être mère à plein temps. Je gérais la maison, les trajets scolaires, les rendez-vous chez le médecin. J'organisais les repas de fête et je planifiais les anniversaires. Et j'ai continué à être la partenaire financière silencieuse de la famille. Lorsque l'entreprise d'Arthur a traversé une mauvaise passe, c'est mon argent qui l'a renfloué. S'il voulait s'agrandir, c'était ma signature qui figurait sur les documents de prêt, adossés à mes actifs. Quand Gareth a voulu une Mustang neuve pour ses 16 ans, Arthur disait « Voyons ce que nous pouvons faire ». Mais c'était de mon compte que provenaient les fonds. Quand Spencer a eu des ennuis de dette de carte de crédit à l'université, c'est moi qui les ai discrètement remboursés pour éviter que cela n'affecte son avenir. Et quand Dean a eu besoin de tuteurs pour ses examens et d'un compte d'épargne d'études important, c'est mon héritage qui l'a rendu possible. Je ne le leur ai jamais jeté à la figure. Je n'ai jamais tenu de compte. C'était simplement ce que l'on faisait pour sa famille. Je pensais que nous étions une équipe. Arthur était le visage de la réussite familiale, le brillant entrepreneur. J'étais la fondation, la force tranquille qui soutenait tout. Il recevait les honneurs. J'avais la satisfaction de voir ma famille s'épanouir. Du moins, c'est ce que je me racontais. Avec le recul, tous les signes étaient là, n'est-ce pas? De petits drapeaux rouges que j'ai choisi d'ignorer. La façon dont Arthur balayait mes opinions sur les affaires d'un petit tapotement sur la main, en disant « Ne tracasse pas ta jolie petite tête avec ça ». La façon dont les garçons, en grandissant, ont commencé à venir me voir pour l'argent, mais allaient voir leur père pour les conseils, comme si j'étais la simple caissière et lui le directeur de la banque. Il me demandait quelques centaines de dollars pour un week-end et je faisais le transfert. Puis je les surprenais au téléphone avec Arthur en train de rire d'un grand projet, d'une aventure que je finançais mais à laquelle je n'étais jamais associé. Il y a eu un glissement subtil dans la dynamique de la maison. C'est devenu Arthur et les garçons contre le reste du monde, je suppose, et je n'étais que le personnel de soutien, la pourvoyeuse de confort et d'argent liquide. Je me persuadais que c'était une évolution naturelle pour des fils qui grandissent et nouent des liens avec leur père. Je me disais que je ne devais pas être jalouse, mais une partie de moi se sentait gommée. J'étais l'architecte de cette belle vie, et pourtant je devenais invisible entre ces murs. J'ai meublé la cage dorée, j'en ai poli les barreaux, sans jamais réaliser que je m'y enfermais moi-même. Laissez-moi vous raconter la fête. Je veux que vous la voyiez exactement comme je l'ai vécue. L'événement se déroulait dans un magnifique vieux club de golf dont nous étions membres depuis des années. La salle de réception principale possède d'immenses baies vitrées qui donnent sur le parcours, et nous avions calculé le moment pour que le soleil se couche pile au moment où la fête battait son plein. C'était parfait, ou du moins cela devait l'être. J'ai passé la première heure à saluer tout le monde. De vieux amis d'université, des voisins que nous connaissions depuis que les garçons portaient des couches. Les associés d'Arthur. Tout le monde était si gentil. Lorraine, tu es magnifique. Les 50 ans te vont bien. Je flottais, sincèrement heureuse. Arthur était à mes côtés, une main posée au bas de mon dos, jouant le rôle du mari fier et adorateur. Il m'a tendu une coupe de champagne et m'a murmuré à l'oreille, à la plus belle femme de la pièce. J'ai réellement rougi. Je l'ai cru. Après environ 1h30, juste au moment où le dessert était servi, Arthur a tapoté sur son verre pour attirer l'attention. La pièce s'est tue. Mes garçons, Gareth, Spencer et Dean, sont venus se placer à ses côtés à l'avant de la pièce, près d'un grand écran de projection auquel je n'avais pas prêté beaucoup d'attention. Merci à tous d'être venus, a commencé Arthur, d'une voix douce comme de la soie. 50 ans. C'est une étape incroyable, et personne ne mérite plus d'être célébré que ma merveilleuse épouse, Lorraine. Il m'a souri, et je lui ai rendu son sourire, le cœur si gonflé qu'il semblait prêt à éclater. Les garçons et moi voulions faire quelque chose d'un peu différent cette année.
Pas seulement un cadeau, mais un hommage. Un retour sur la femme qui a rendu toutes nos vies possibles. Mes yeux ont commencé à s'embuer. C'était le moment. C'était le moment de reconnaissance, d'amour dont j'avais inconsciemment besoin depuis des années. Les lumières se sont tamisées et le projecteur s'est allumé. Les premières photos étaient exactement ce que j'attendais, une photo de moi et Arthur le jour de notre mariage, une photo de moi tenant Gareth nouveau-né, l'air épuisé mais bienheureux, une photo amusante de nous 5 lors d'un séjour au ski, couvert de neige. Les gens riaient doucement, murmuraient avec tendresse. Puis le ton a changé. La musique est passée d'une douce mélodie au piano à quelque chose de discordant. Une photo de moi est apparue à l'écran, un cliché pris sur le vif que je n'avais jamais vu. J'étais dans la cuisine, l'air stressé, de la farine sur la joue. La voix d'Arthur a résonné dans les haut-parleurs, une narration préenregistrée. Lorraine a toujours été terre à accent grave terre, disait-il, et il y avait une pointe d'ironie dans ses mots. Elle gérait la maison d'une main de fer. La diapositive suivante montrait un tableau Excel. Mon tableau de budget familial sur un écran géant à la vue de tous mes amis. Chaque centime était compté, poursuivait la voix d'Arthur. Parfois, un homme a besoin d'espace pour respirer, pour rêver, mais les rêves ne rentrent pas facilement dans un budget. Mon sourire s'est figé. Mon estomac a fait un lent et douloureux nœud. Ce n'était pas un hommage. Qu'est-ce que c'était? Le diaporama a continué. Une photo de moi, l'air fatigué dans mes vêtements de jardinage, portait la légende, pendant que je bâtissais un empire, Lorraine se contentait de son petit monde. Elle était suivie d'une photo d'Arthur sur un yacht avec des partenaires commerciaux, en train de rire. L'insinuation était claire, il était l'ambitieux, j'étais la ménagère ennuyeuse qui le freinait. Mes joues brûlaient. Je sentais les yeux de toutes les personnes présentes fixés sur moi. L'atmosphère est devenue pesante et inconfortable. J'ai regardé mes fils, les suppliant du regard d'arrêter cela, mais ils restaient là, impassibles. Gareth, mon aîné, affichait un air de froide justification. Spencer, mon charmeur, évitait mon regard. Edine, mon bébé, fixait ses chaussures. Le coup de grâce est arrivé lorsqu'une photo d'une femme d'une grande beauté, 2 fois plus jeune que moi, est apparue à l'écran. Elle riait, debout à côté d'Arthur sur un balcon ensoleillé dans un endroit tropical. Parfois dans la vie, disait la voix d'Arthur, désormais empreinte d'une fausse tristesse, 2 personnes s'éloignent l'une de l'autre. L'une est prête à entamer le chapitre suivant, à vivre sa vie pleinement, tandis que l'autre se contente de gérer le déclin. Il est ensuite revenu vers le microphone en direct. Il m'a regardé droit dans les yeux, le regard froid. Lorraine, je voulais faire cela devant tout le monde pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je suis amoureux d'une autre femme. Je te quitte. Le silence dans la pièce était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Et puis il a prononcé les mots qui résonneraient à jamais dans mon esprit, et je veux remercier mes fils pour leur soutien. Ils m'ont aidé à réaliser que je méritais d'être heureux. Si l'annonce d'Arthur avait été un coup de poignard en plein cœur, ce qui a suivi a été le tour de l'âme infligé par mes propres enfants. Après qu'il a lâché cette bombe, une vague de murmures et de stupéfaction a parcouru la salle. J'étais figé, ma coupe de champagne toujours à la main, incapable d'assimiler ce qui se passait. Cela ressemblait à un cauchemar, une pièce de théâtre surréaliste dont j'étais l'actrice malgré moi. Puis Gareth, mon aîné, celui à qui j'avais appris à lire, celui dont j'avais apaisé les cauchemars, s'est approché du micro. Il s'est raclé la gorge, regardant non pas moi, mais le public stupéfait. Nous savons que c'est un choc pour tout le monde, a-t-il dit d'une voix ferme. Mais nous avons vu à quel point notre père était malheureux depuis des années. Maman est une bonne femme, mais elle est étouffante. Elle est contrôlante. Nous voulons juste que notre père ait une chance de connaître le vrai bonheur. Contrôlante. Parlait-il de la fois où j'avais insisté pour qu'il termine ses dossiers d'inscription universitaire au lieu de gaspiller l'argent de ses frais de scolarité dans un voyage à Canquin? Parlait-il du fait que j'avais veillé à ce qu'il respecte un budget lorsqu'il s'était installé dans son premier appartement, un appartement dont j'avais payé la caution? Ma tête tournait. Ensuite, ce fut le tour de Spencer, mon Spencer charmeur et sociable qui savait toujours me faire rire. Il avait l'air profondément mal à l'aise, mais il a pris le micro quand même. C'est vrai, a-t-il marmonné en remuant les pieds. Papa mérite cela. Nous avons. Eh bien, nous l'avons aidé,
nous avons gardé son secret. Nous savions qu'il voyait quelqu'un d'autre. Nous l'avons même rencontré. Elle est super. Il a vraiment dit cela. Il s'est tenu devant moi, devant tous nos amis et notre famille, et a fait l'éloge de la maîtresse de mon mari. Il a raconté qu'elle était amusante et facile à vivre, et le contraste sous-entendu est resté suspendu dans l'air comme un couperet. J'étais la personne difficile, le boulet. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il savait que ce n'était pas une liaison récente. C'était une tromperie longue et calculée. Il m'avait regardé organiser cette fête, m'avait regardé choisir ma robe, m'avait vu déborder d'enthousiasme, tout en sachant qu'ils allaient faire exploser une bombe au milieu de ma vie. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle m'a coupé le souffle. Dean, mon plus jeune, n'a jamais pris la parole. Il est resté debout derrière ses frères, complice silencieux. Mais son silence était tout aussi assourdissant, tout aussi accusateur. Il était mon bébé, celui dont j'étais la plus proche, du moins le pensais-je. Son refus de me regarder, son consentement muet à cette exécution publique, a peut-être été la blessure la plus cruelle de toutes. Arthur a passé son bras autour des épaules de Spencer et de Garrett, offrant l'image d'une solidarité père-fils. Ils m'ont même aidé à réserver nos billets pour un voyage afin de fêter ma nouvelle liberté, a-t-il annoncé avec un sourire triomphant. Je ne peux donc plus être associé à la négativité de leur mère. C'est alors que c'est arrivé. Quelques personnes dans la foule, principalement les jeunes partenaires commerciaux d'Arthur, ont commencé à applaudir. Un applaudissement lent, hésitant, qui s'est transformé en applaudissement dispersé. Quelqu'un a poussé un cri d'encouragement. J'ai vu quelques personnes lever leur verre. Ils trinquaient à ma perte. Mon humiliation était devenue un spectacle de divertissement. Et mes fils, mes garçons, en étaient les organisateurs. Ils avaient tendu à leur père les allumettes et l'essence, et s'étaient reculés pour me regarder brûler. Dans cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé, cela s'est volatilisé. La mère douce et aimante qui existait depuis 25 ans a cessé d'être. Et à sa place, quelque chose de froid et de dur a commencé à prendre forme. Je ne me souviens pas du trajet de retour en voiture. Je ne me souviens pas avoir retiré cette robe bleu saphir ni avoir nettoyé le maquillage sur mon visage. La semaine qui a suivi est un flou artistique gris, un brouillard épais de choc et de chagrin. Je n'ai pas répondu au téléphone, qui a sonné sans interruption pendant les 2 premiers jours avant de se taire. J'ai ignoré les dizaines de SMS qui arrivaient, refrain insignifiant d'une fausse inquiétude. J'existais, tout simplement. Ma maison, autrefois source de fierté, me faisait l'effet d'un mausolée. Chaque photo encadrée sur le mur était un mensonge. Nous y étions, souriant sur une plage à Hawaï, un voyage que j'avais payé. Il y avait la photo de remise des diplômes de Garrett, sa toque et sa toge achetées avec mon argent. Le trophée de football de Spencer brillait sur la cheminée, je me souvenais de chaque samedi passé sur les gradins gelés à l'encourager. Tout cela n'était qu'une imposture, une illusion soigneusement construite d'une famille heureuse que j'avais financée et qu'ils avaient profanée. Pendant 3 jours, je n'ai fait que dériver d'une pièce à l'autre. J'ai essayé de préparer du café un matin et je suis resté là à le regarder déborder et couler sur le comptoir, formant une flaque sombre et amère. Je suis resté assise devant la télévision pendant des heures, l'écran projetant des images et des sons qui ne pénétraient jamais le brouillard de mon esprit. Je ne mangeais pas. Je dormais à peine. J'étais un fantôme dans ma propre vie. Puis, le 4e jour, quelque chose a changé. J'étais assise à la table de la salle à manger, fixant un mouton de poussière dans un coin, lorsque le clapet de la boîte aux lettres a claqué. Je n'ai pas bougé pendant 1 heure, mais finalement un élan, non pas de curiosité, mais peut-être juste un reste de vieille habitude, m'a poussé à me lever. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai ramassé la petite pile d'enveloppes sur le sol. Des factures, des publicités et une enveloppe blanche et rigide de mon conseiller financier. C'était mon relevé de portefeuille trimestriel. Je me suis rassise à la table et je l'ai ouverte. J'ai fixé les chiffres, les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les actifs enregistrés sous mon nom, la valeur des propriétés liées à mon héritage. C'était une somme considérable. C'était le socle sur lequel toute cette famille s'était construite, et tout cela m'appartenait. Une pensée, froide et claire comme de la glace, a transpercé le brouillard, il pensait détenir tout le pouvoir. Arthur avec sa maîtresse et ses déclarations publiques.
Mes fils avec leurs affirmations suffisantes et leurs trahisons. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient pouvoir m'humilier, me rejeter et s'en aller avec la vie que j'avais fournie. Ils avaient oublié un détail crucial. Ils avaient oublié qui tenait les cordons de la bourse. Ce ne fut pas une révélation bruyante et colérique. Ce fut une certitude tranquille et implacable qui s'est installée au plus profond de mes os. Les larmes ont cessé. Le brouillard s'est dissipé. Le chagrin était toujours là, comme une pierre lourde dans ma poitrine, mais il était désormais entouré d'un mur de glace. Je me suis levé, je suis allé dans mon bureau et j'ai sorti tous les documents financiers que j'ai pu trouver. Relevé bancaire, accord de prêt, acte de propriété, testament de mes parents, documents de trust. J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger, recouvrant le bois verni de l'architecture de ma vengeance. Je n'avais plus besoin de leur amour. Je n'avais plus besoin de leur respect. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un bon avocat. J'ai passé le reste de la journée au téléphone, non pas avec des amis, mais avec le meilleur avocat spécialisé en divorce et le plus impitoyable des juristes financiers que j'ai pu trouver. Je n'étais plus une épouse éplorée et une mère au cœur brisé. J'étais une cliente, une directrice générale, et j'étais sur le point de mener l'OPA la plus hostile de ma propre vie. Les préparatifs avaient commencé. Pour mener mon plan à bien, j'avais besoin qu'il me croie brisé. J'avais besoin qu'il me sous-estime une dernière fois. Ainsi, après une semaine de silence absolu, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Arthur. J'ai laissé ma voix trembler. Je l'ai forcé à monter dans les aigus juste assez pour paraître fragile, au bord des larmes. Arthur, ai-je chuchoté. Il y a eu un moment de surprise à l'autre bout du fil. Lorraine, je commençais à m'inquiéter. S'inquiéter? L'audace était à couper le souffle. Je ne comprends tout simplement pas, ai-je dit, en simulant un petit sanglot pathétique. Je pense que nous devons parler. Des questions pratiques, du divorce. J'entendais presque le sourire suffisant dans sa voix. Bien sûr, ma chérie. Je suis ravi que tu te montres raisonnable. Il n'est pas nécessaire que les choses s'enveniment. Non, ai-je acquiescé doucement. Pas d'envenimement. Je veux m'assurer que les garçons ne manquent de rien. C'est tout ce qui m'importe. C'était là pas, l'idée que ma préoccupation principale restait leur bien-être. Il a mordu à l'hameçon sans hésiter. Nous avons convenu de nous retrouver pour dîner dans 2 jours avec les garçons dans un restaurant tranquille. Il l'a suggéré en pensant que c'était son idée, une dernière réunion de famille pour régler les conditions de ma reddition. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer, non pas sur le plan émotionnel, mais stratégique. J'ai rencontré mon avocat et nous avons rédigé une série de documents. Ils ressemblaient à des formulaires de transfert d'actifs standards, remplis d'un jargon juridique dense. L'un d'eux était un document qui retirerait le nom d'Arthur de nos comptes commerciaux communs sous prétexte de simplifier la procédure de divorce. Un autre était un formulaire me donnant le pouvoir exclusif d'administration du trust qui finançait l'argent de poche et les dépenses des garçons. Pour un observateur profane, il ne s'agissait que de paperasse ennuyeuse. Mais entre les mains de mon avocat, c'était des armes. Quand je suis arrivé au restaurant, j'ai veillé à correspondre au rôle. Je portais un gilet gris sans forme, aucun maquillage, et j'avais laissé mes cheveux plats et sans vie. Je me suis affalé sur ma chaise et j'ai évité les regards. Ils étaient déjà tous là, l'air confiant et détendu. Arthur portait une nouvelle montre qui semblait très chère. Gareth faisait défiler du contenu sur son téléphone, l'air ennuyé. Spencer m'a adressé un sourire crispé et inconfortable. Dean fixait simplement la corbeille de pain. « Maman, tu as l'air fatiguée », a dit Gareth, sans méchanceté mais avec un détachement clinique qui m'a glacé. « La semaine a été difficile », ai-je murmuré. Le dîner fut atroce. Ils parlaient de tout et de rien, échangeant sur leur travail, sur une nouvelle voiture que Spencer envisageait d'acheter, sur les projets de Dean pour l'été. Ils agissaient comme si tout cela était parfaitement normal, comme s'ils ne m'avaient pas disséqué publiquement une semaine auparavant. J'ai joué le jeu, remuant la nourriture dans mon assiette, esquissant de faibles sourires et parlant très peu. J'étais le fantôme à leur banquet. Enfin, au moment du café, Arthur s'est raclé la gorge. Lorraine, concernant les modalités. Mon avocat prendra contact avec le tien, mais je souhaite que cela se fasse à l'amiable, pour le bien des garçons.
J'ai hoché la tête, fixant mes mains. Bien sûr. Tout ce qui m'importe, c'est eux. C'est pourquoi mon avocat a préparé ces documents. J'ai poussé un dossier jaune cartonné de l'autre côté de la table. Il a dit qu'il serait plus simple de dissocier une partie de nos finances communes dès maintenant. Cela me donne simplement l'autorité exclusive sur mon propre héritage et mes comptes de trust. Cela rend les choses plus claires pour que je puisse m'assurer que les fonds des garçons soient toujours protégés et gérés directement par moi. C'est la seule chose qu'il me reste à leur offrir. Ma voix s'est brisée sur la fin, une touche magistrale, si je puis me permettre. Arthur, incarnant la grandeur d'âme, a à peine jeté un coup d'œil au papier. Il voyait devant lui l'image de la femme brisée, de la mère dévouée, et son ego a fait le reste. Bien sûr, Lorraine. Fais comme tu penses être le mieux, a-t-il dit en sortant un stylo. Il a signé chaque page avec aplomb. Puis il a poussé le dossier vers les garçons. Vous devez tous signer également en tant que bénéficiaire du trust, simplement pour acter le changement de gestion. Garrett a signé sans même lire. Spencer a fait de même. Dean a hésité un instant, ses yeux se tournant vers moi, mais après un regard sévère d'Arthur, il a rapidement griffonné son nom. Ils m'ont rendu le dossier. Il me semblait lourd entre les mains, lourd du poids de leur arrogance et de ma victoire. Je l'avais. J'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai payé le dîner, un dernier geste ironique, et je suis sorti de ce restaurant. La comédie était finie. La guerre était sur le point de commencer. Le lendemain matin de ce dîner, je me suis réveillé avant le soleil. Il n'y avait plus de chagrin, plus de brouillard. Il n'y avait qu'un objectif froid et limpide. Je me suis préparé un café fort, je me suis installé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le moment était venu de couper les vivres. Mon premier appel fut pour la banque privée qui gérait nos comptes principaux. J'ai parlé à notre conseiller de longue date, Monsieur Harris. Bonjour, Lorraine, a-t-il dit d'une voix chaleureuse. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, David, ai-je dit, d'une voix ferme et professionnelle. J'ai une série de directives à vous transmettre. Je viens de vous envoyer par email les documents juridiques signés par Arthur et mes fils hier soir, ainsi qu'un courrier de mon avocat. Tout d'abord, je vous demande de geler immédiatement tous les comptes joints. Ensuite, je révoque toutes les cartes de crédit secondaires rattachées à mes comptes principaux, celles qui sont au nom de Garrett Miller, Spencer Miller et Dean Miller. Révoquez-les avec effet immédiat. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Lorraine, est-ce que tout va bien? C'est tout à fait inhabituel. Tout va parfaitement bien, David. Je restructure simplement mes finances. Les documents sont tous en règle. Je vous remercie de me confirmer lorsque ces directives auront été exécutées. Il a bafouillé un instant, puis a dit qu'il s'en occupait sur le champ. L'un après l'autre, j'ai passé les appels, le gestionnaire du fonds fiduciaire, les sociétés de cartes de crédit, la banque qui détenait le prêt pour la Mustang de Garrett, un prêt pour lequel j'étais caution. Je les ai informés que je ne serais plus responsable des remboursements. Qu'ils se débrouillent. À 9 heures du matin, le système de survie financière qui avait entretenu mon mari et mes fils durant toute leur existence venait d'être débranché. J'ai éprouvé un sentiment de sombre satisfaction. C'était comme tailler un arbre mort, une coupe douloureuse mais indispensable. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir les conséquences. Vers midi, mon téléphone a vibré. C'était un message de Garrett, « Maman, ma carte vient d'être refusée à la station-service. Il y a un problème avec le compte ?» J'ai regardé le message et je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement supprimé. 1 heure plus tard, un autre SMS, « Sérieusement, maman, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai essayé d'appeler la banque et ils m'ont dit que la carte était annulée. Appelle-moi. Silence. Puis vint Spencer, toujours plus théâtral. Il n'a pas écrit, il a appelé. J'ai laissé sonner. Son message sur la boîte vocale était affolé, « Maman, c'est quoi ce bordel? J'ai voulu payer mon déjeuner et j'ai eu la honte de ma vie. Mes cartes sont toutes refusées. J'ai vérifié mon compte bancaire, celui où tu verses mon argent de poche, et il est vide. Il n'y a plus rien. Ce doit être une erreur. Rappelle-moi immédiatement. » La panique dans sa voix était une symphonie à mes oreilles. Plus tard dans l'après-midi,
un email provenant du bureau de l'intendance de l'université de Dean est arrivé dans ma boîte de réception. C'était une copie de courtoisie d'un avis qui lui avait été envoyé, le paiement pour le semestre à venir est en retard. Veuillez régler immédiatement pour éviter la suspension de vos droits d'étudiant. J'ai lu l'email, j'ai bu une gorgée de mon thé lentement, et je l'ai envoyé à la corbeille. La tempête avait touché terre. Ils étaient si habitués à vivre dans un monde protégé par mon argent qu'ils n'avaient aucune idée de la façon de s'en sortir sans lui. Ils pensaient m'avoir rejeté, mais ils étaient sur le point de découvrir qu'ils n'avaient fait que rejeter leur propre filet de sécurité. Je suis allé dans mon jardin et j'ai passé l'après-midi tranquillement à arracher des mauvaises herbes, sentant le soleil sur mon dos pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. Pour chaque mauvaise herbe que j'extrayais de la terre, j'avais l'impression d'extirper un morceau de leur poison hors de ma vie. Les jours suivants ont été une succession de catastrophes, et j'étais aux premières loges. Mon téléphone est devenu le réceptacle de leur panique grandissante. Après que leur confusion initiale s'est transformée en colère, leurs messages sont devenus un cocktail toxique de menaces, d'accusations et, de manière plus pathétique, de supplications désemparées. Garrett, mon fils pragmatique et sérieux, fut le premier à s'effondrer véritablement. Il avait construit toute son identité sur l'image d'un homme qui réussit et qui maîtrise tout, une image soutenue par un appartement de luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir et une voiture qu'il ne payait pas. J'ai reçu un message vocal paniqué de sa part 3 jours après lui avoir coupé les vivres. Maman, la banque a appelé. Ils vont saisir la Mustang. La Mustang. Mon nom est aussi sur ce prêt. Ça va détruire mon dossier de crédit. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de gâcher ma vie? Après tout ce que papa et moi avons fait pour essayer de sécuriser nos avenirs, tu nous fais ça. Tu te montres incroyablement égoïste. J'ai écouté le message et la seule chose qui me venait à l'esprit était, ma signature figure sur ce prêt en tant que garante, mon fils. Ton dossier de crédit est le cadet de mes soucis. Je savais que, légalement, la banque se retournerait contre moi, c'est pourquoi mon avocat avait déjà préparé un accord pour racheter entièrement la voiture, en prendre possession et faire transférer le titre de propriété à mon nom. J'avais toujours aimé cette voiture. La chute de Spencer tenait moins aux actifs qu'à son style de vie. C'était un mondain, constamment sorti avec des amis dans des bars et des restaurants coûteux, payant toujours l'addition pour paraître généreux. Son désespoir était palpable dans une série de SMS de plus en plus décousus, ils vont m'expulser, maman. Le loyer est dû. Comment je suis censé payer? J'ai dû emprunter de l'argent à un ami. Tu sais à quel point c'est humiliant? Tu fais ça par pure méchanceté. Papa avait raison sur ton compte. Tu es une femme aigrie et vengeresse. Et puis il y avait Arthur. Oh, Arthur. Il a essayé de garder son calme de façade pendant environ 48 heures. Il a dû supposer qu'il s'agissait d'un problème temporaire, d'un coup de colère de son épouse hystérique. Le réveil fut brutal. Il était en train de finaliser une transaction commerciale qui exigeait de sa part un apport de capitaux importants, des capitaux qu'il pensait pouvoir retirer de nos comptes d'investissement communs. J'ai appris ce qui s'était passé par une connaissance commune qui assistait à la réunion. Apparemment, Arthur avait assuré à ses nouveaux partenaires que les fonds étaient garantis. Lorsqu'il a tenté d'effectuer le transfert et s'est heurté à un mur de refus et de comptes gelés, il est devenu blême. Il a bafouillé une excuse et a passé 20 minutes dans le couloir, probablement au téléphone avec la banque, à recevoir la pire nouvelle de sa vie. La transaction, bien sûr, a échoué. Il a manqué une opportunité immense et, plus important encore, il a perdu la face. Son SMS fut d'une seule ligne furieuse, « Que as-tu fait ?» J'ai répondu par un seul mot, « Justice ». La dernière nouvelle, et peut-être la plus satisfaisante, m'est parvenue par email. Elle émanait du syndic de copropriété de notre quartier. Arthur, dans son arrogance, avait tenté de me faire retirer de l'acte de propriété de la maison, affirmant que j'avais quitté les lieux de mon plein gré. L'email était une notification indiquant que sa demande avait été rejetée, car la propriété avait été achetée principalement avec les fonds d'un trust privé établi à mon nom bien avant notre mariage. La maison n'était pas la nôtre, elle était, et avait toujours été, légalement et sans équivoque, la mienne. Mon avocat avait déjà rédigé l'avis d'expulsion. Il avait 30 jours pour libérer ma propriété. Le roi, qui avait si fièrement annoncé sa nouvelle liberté, était sur le point de se retrouver sans abri. Son royaume s'effondrait et il commençait à réaliser qu'il n'était qu'un bouffon dans une cour qui ne lui avait jamais appartenu.
Une semaine après le blocage financier, ils se sont présentés, tous les quatre. J'étais dans la cuisine en train d'écouter un vieux disque de jazz et de tester une nouvelle recette de pâte au citron et à la ricotta quand la sonnette a retenti. Pas une sonnerie polie et amicale, mais une pression longue et insistante. Je savais de qui il s'agissait. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, j'ai baissé la musique et j'ai pris une grande inspiration pour me calmer. Quand j'ai ouvert la porte, il se tenait sur mon porche comme une délégation de damnés. Arthur était en tête, le visage déformé par une colère noire. Derrière lui se tenaient mes fils, une équipe pitoyable et désespérée. Gareth avait l'air épuisé. Spencer était pâle et s'agitait, et Dean. Dean avait l'air perdu, les yeux grands ouverts et hagards. Nous devons parler, a lâché Arthur d'un ton sec, en essayant de me contourner pour entrer dans la maison. Je n'ai pas bougé. Je suis resté ferme sur le seuil. Non, nous n'avons rien à faire. Mais si tu veux parler, tu peux le faire ici, sur mon porche. Ses yeux se sont plissés. Ne sois pas ridicule, Lorraine. Laisse-nous entrer. C'est ma maison, Arthur. Tu n'y es pas le bienvenu. Il te reste environ 3 semaines avant d'être coupable de violation de domicile si tu poses ne serait-ce qu'un pied sur la pelouse. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Gareth s'est avancé. Maman, ça a assez duré. Tu es en train de détruire nos vies. Ma voiture est partie. Mon dossier de crédit est ruiné. À quoi tu pensais? Je pensais, ai-je dit, d'une voix dangereusement calme, à ma fête d'anniversaire pour mes 50 ans. Je pensais à la façon dont mon fils aîné s'est levé devant une salle pleine de monde pour traiter sa mère de contrôlante, alors qu'il conduisait une voiture que je payais. Spencer est intervenu, la voix tremblante, mais nous couper les vivres complètement. Dean risque de se faire renvoyer de l'université. C'est ce que tu veux. Ce que je veux, Spencer, c'est que mon fils cadet ne se lève pas pour faire l'éloge de la maîtresse de mon mari. Quant aux frais de scolarité de Dean, cet argent provenait de l'héritage de mes parents, destiné à lui offrir une opportunité qu'il ne sait manifestement pas apprécier. Il n'a qu'à trouver un travail et faire des prêts étudiants, comme le font des millions d'autres jeunes. J'ai regardé Dean, qui a tressailli sous mon regard. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Arthur a fini par perdre son sang-froid. Il a fait un pas vers moi, le doigt pointé dans ma direction, espèce de sorcière vengeresse. C'est une question d'argent, n'est-ce pas? Tu as toujours été obsédé par ton argent. J'ai ri, d'un rire franc et sincère qui a semblé les figer dans le silence. Oh, Arthur, tu ne pourrais pas te tromper davantage. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait du fait que vous avez tous utilisé mon argent, ma maison, ma vie pour vous construire vos petits mondes confortables. Et puis vous avez décidé que j'étais jetable. Vous avez pensé que vous pouviez me rejeter et garder les avantages. Vous pensiez être les rois de ce château. Mais vous avez commis une erreur fatale. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux, l'un après l'autre. Vous avez oublié qui a construit le château. Vous avez oublié à qui appartient le terrain sur lequel il est construit. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de conséquences. Un concept auquel aucun d'entre vous n'a jamais eu à se confronter jusqu'ici. Eh bien, le cours commence aujourd'hui. Ils étaient sans voix. Ils étaient venus ici en s'attendant à me trouver hystérique, pensant m'intimider pour que je cède. Ils n'étaient pas préparés à voir cette femme calme et froide debout sur le seuil d'une maison où ils ne pouvaient plus entrer. Ils n'étaient pas préparés à me faire face. Ils sont restés sur le porche, bafouillant, offrant un spectacle pitoyable d'arrogance et d'incrédulité. Arthur essayait de formuler une menace concernant des avocats et les biens matrimoniaux. Gareth parlait du devoir familial. Spencer marmonnait que tout cela était injuste. C'était lamentable. Je les ai laissés parler quelques minutes, leurs arguments se révélant faibles et répétitifs. Je voulais qu'ils s'épuisent, qu'ils abattent toutes leurs cartes. Lorsqu'ils se sont enfin tus, un silence tendu s'est installé, seulement troublé par le chant des oiseaux dans le vieux chêne de ma pelouse. « Vous avez terminé » ai-je demandé doucement. Personne n'a répondu. « Très bien » ai-je dit. « Parce qu'il nous reste une dernière affaire à régler. » Je me suis retourné, je suis rentré dans la maison et j'ai pris une enveloppe épaisse posée sur la console de l'entrée. Je suis revenu sur le seuil, l'enveloppe à la main. « Tu as raison sur un point, Arthur » ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux.
C'est une question d'avenir. Mon avenir est, par extension, le vôtre. J'ai sorti une liasse de documents de l'enveloppe. C'est une copie fraîchement imprimée et notariée de mes dernières volontés et de mon testament. J'ai passé du temps avec mon avocat la semaine dernière pour mettre de l'ordre dans mes affaires. C'est toujours bien d'avoir un plan, tu ne penses pas? J'ai toujours cru en la planification. J'ai brandi la première page. Ce document, ai-je annoncé, ma voix résonnant clairement dans l'après-midi tranquille, est mon testament. Et j'y ai apporté quelques modifications. Arthur, en tant que mon futur ex-mari, qui a publiquement déclaré son infidélité, tu ne recevras, bien sûr, absolument rien. Pas un centime, pas une photo, pas un meuble de cette maison dont tu es expulsé. Son visage est passé du rouge à un blanc d'une pâleur de malade. J'ai ensuite tourné mon regard vers mes fils. Mes 3 garçons qui fixaient à présent les papiers dans ma main comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Et Gareth, Spencer et Dean, ai-je dit, et pour la première fois, ma voix a tremblé, non pas de faiblesse, mais sous la force juste de ma décision. Puisque vous vous êtes tous tenus aux côtés de votre père pour le soutenir dans sa tromperie et sa cruauté, puisque vous m'avez publiquement renié et avez nié ma valeur dans vos vies, j'ai pris acte de votre position. Vos noms ont été entièrement et irrévocablement retirés de ce testament. Vous n'êtes plus mes bénéficiaires. Vous n'hériterez de rien. Le silence qui a suivi a été le plus profond qu'il m'ait été donné d'entendre. C'était le bruit de 3 avenirs qui s'évaporaient en fumée. Les fonds fiduciaires qu'ils attendaient, les propriétés qu'ils pensaient posséder un jour, le filet de sécurité qu'ils avaient considéré comme garanti toute leur vie, tout cela avait disparu. Tous mes actifs, ai-je conclu, ma voix descendant jusqu'à un murmure, la totalité de mon héritage, cette maison, mes investissements, tout sera placé dans un trust caritatif à mon décès. Il servira à financer des bourses d'études et des refuges pour des femmes et des enfants qui ont été abandonnés par leur famille. Des personnes qui en ont réellement besoin et qui méritent une seconde chance. Ils sont restés là, pétrifiés. Les visages s'étaient vidés de toutes couleurs. Arthur semblait sur le point de vomir. La mâchoire de Gareth était si serrée que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Spencer restait bouche bée, les lèvres entr'ouvertes de stupeur et d'effroi. Et Dean. Des larmes coulaient silencieusement sur le visage de Dean. Il comprenait enfin. Ce n'était pas une punition temporaire. C'était un effacement définitif. C'était la fin. Il restait là, figé. Cette image est gravée dans ma mémoire, Arthur, le grand homme d'affaires, ressemblant à un ballon dégonflé. Mes fils que j'avais portés, élevés et aimés, me regardant comme si j'étais une étrangère, un monstre qui venait de leur voler leur avenir. Mais je n'étais pas un monstre. J'étais simplement une femme qui avait enfin appris sa propre valeur. Si vous m'écoutez encore, pourriez-vous avoir la gentillesse d'aimer cette vidéo et de laisser simplement le chiffre 1 en commentaire ci-dessous? Cela me permet de savoir que vous êtes toujours là et que vous m'accompagnez dans ce voyage. Votre soutien compte énormément pour moi, cela m'aide vraiment à continuer. Laissez simplement ce chiffre 1 en commentaire pour que je puisse vous voir. Très bien, maintenant laissez-moi vous raconter la suite. Après mon annonce, il n'y a plus eu de cris. Il n'y a plus eu de discussion. Il y avait juste un air lourd et mort qui pesait sur mon porche. C'était comme si j'avais aspiré tout l'oxygène de leur monde. Ils me fixaient, l'esprit visiblement à la traîne face à la nouvelle réalité que je venais de leur exposer. Finalement, Arthur a retrouvé la parole, mais ce ne fut qu'un murmure enroué, « Tu ne peux pas faire ça, Lorraine. » « Je viens de le faire, » ai-je dit doucement. Les papiers sont déposés. C'est fait. J'ai jeté un dernier regard sur eux, ce tableau de désolation sur mon pas de porte, et je n'ai rien ressenti. La colère avait disparu. Le chagrin n'était plus qu'une douleur sourde et lointaine. Tout ce que je ressentais, c'était un profond sentiment d'aboutissement, un sentiment de paix. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ai-je dit d'une voix égale, j'ai des pattes sur le feu. Je vous suggère de quitter ma propriété. Et sur ces mots, j'ai reculé à l'intérieur. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement, fermement. Le clic du verrou qui s'enclenchait a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. C'était le bruit de mon ancienne vie qui se terminait. C'était le bruit de ma nouvelle vie qui commençait. Par l'œilleton, je les ai observés. Ils sont restés immobiles pendant une minute entière.
Puis le charme s'est rompu. Arthur s'est retourné et a dit quelque chose de cinglant à Gareth, qui lui a répliqué vertement. Spencer a levé les mains au ciel dans un geste de pur désespoir. Ils ont commencé à se disputer, leurs voix étouffées et furieuses filtrant à travers le bois épais de la porte. Ce n'était plus mon problème. Leur chaos leur appartenait. Ils ont fini par se retourner et par s'éloigner d'un pas lourd le long de l'allée, petite armée défaite. Lorsqu'ils ont atteint le trottoir, Dean, mon plus jeune, s'est retourné. Il a regardé ma porte d'entrée, le visage baigné de larmes. J'ai vu ses lèvres former le mot « maman », mais aucun son n'est sorti. Il a hésité un instant, petit garçon perdu, avant que son père ne l'appelle sèchement et qu'il ne se dépêche de les rejoindre. Je suis resté près de la porte longtemps après leur départ, le front appuyé contre le bois frais. Je ne pleurais pas. Je respirais, tout simplement. Pour la première fois depuis 25 ans, j'avais l'impression de respirer mon propre air, dans ma propre maison, dans ma propre vie. Les pattes sur le feu avaient probablement brûlé, mais cela n'avait pas d'importance. Je pourrais toujours en préparer d'autres. Je pouvais faire tout ce que je voulais. J'étais enfin, de manière terrifiante, complètement libre. Les mois qui ont suivi l'affrontement ont été calmes. Au début, le silence dans la maison était assourdissant. J'étais tellement habitué au bruit de 3 garçons qui deviennent des hommes, au son d'Arthur au téléphone, au vrombissement constant d'une famille en mouvement. À présent, il n'y avait plus que moi. Je devais réapprendre à être seul. Alors, j'ai commencé à combler le silence, non pas avec du bruit, mais avec de la vie. Ma vie. J'ai fait un voyage en Italie, quelque chose que j'avais toujours voulu faire. J'ai passé 2 semaines seul, à déambuler dans les musées de Florence, à manger des glaces à Rome et à m'asseoir au bord de l'eau sur la côte amalfitaine. Je n'avais pas à composer avec l'emploi du temps de qui que ce soit ni à me soucier des préférences des uns ou des autres. Je faisais simplement ce que je voulais, quand je le voulais. C'était libérateur. Je suis revenu et je me suis lancé dans un projet de petite entreprise que j'avais en tête depuis des années, un cabinet d'architecture paysagère haut de gamme. J'ai mis à profit les connaissances acquises dans mon propre jardin et j'y ai consacré toute mon énergie. J'ai suivi des cours, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai commencé modestement avec des amis et des voisins. À ma grande surprise, le projet a décollé. J'étais doué pour cela. Les gens appréciaient mon travail. Pour la première fois, je gagnais mon propre argent, en construisant quelque chose qui était entièrement mien. Mon salaire n'était pas énorme au début, mais il provenait de ma propre passion et de mon savoir-faire, et cela me procurait une plus grande satisfaction que n'importe quel fonds fiduciaire. J'ai repris contact avec mes anciens amis, ceux qui m'avaient appelé et envoyé des messages de sincère inquiétude après la fête, ceux que j'avais écartés dans mon chagrin. J'ai partagé de longs déjeuners avec mes amis, j'ai rejoint un club de lecture, j'ai commencé des cours de yoga. Ma vie est devenue riche et épanouie d'une manière qu'elle n'avait jamais été lorsqu'elle tournait autour de 4 hommes. De temps en temps, j'entendais des bribes d'informations à leur sujet par des rumeurs. Une amie d'amis a mentionné avoir vu Arthur stressé et beaucoup plus vieux, sa nouvelle relation ne semblant pas très bien se porter sans le confort de mon argent. Une autre amie m'a dit que Gareth avait dû vendre son bel appartement du centre-ville pour emménager dans une petite location en banlieue. J'ai appris que Spencer travaillait comme barman pour essayer de rembourser les dettes qu'il avait accumulées. Et Dean. J'ai appris que Dean avait abandonné l'université. Il ne pouvait pas payer les frais de scolarité et avait refusé de faire des emprunts. Il travaillait dans un magasin de bricolage et vivait dans une chambre bon marché qu'il louait. La nouvelle concernant Dean fut la seule à me causer un pincement de cœur s'apparentant à de la tristesse. Il était si jeune. Mais je devais me rappeler que c'étaient là les conséquences de leur propre choix. Je leur avais offert tous les avantages, et ils avaient tout rejeté pour un instant de cruelle loyauté envers un homme qui n'en méritait aucune. Je reconstruisais mon univers pendant qu'ils en étaient réduits à naviguer dans les ruines de celui qu'ils avaient contribué à détruire. Environ 1 an après ce que je qualifiais désormais en privé de « grande implosion », par un mardi après-midi merveilleusement, magnifiquement ordinaire, une lettre est arrivée. Je venais de rentrer d'un rendez-vous client, les joues encore rougies par l'excitation d'avoir décroché un contrat majeur pour concevoir le jardin suspendu d'un nouvel hôtel du centre-ville. Je chantonnais, ressentant la fatigue satisfaisante dans mes muscles après une matinée de travail manuel, l'esprit bouillonnant d'idées sur les vivaces et les systèmes d'arrosage. Ma vie avait trouvé un nouveau rythme, dicté par les saisons et la terre, par les échéances des clients et ma propre énergie créative.
Le chaos du passé me faisait l'effet d'un rêve lointain et brumeux. J'ai trié le courrier sur l'îlot de ma cuisine, des factures pour mon entreprise en pleine croissance, un catalogue de bulles rares, une carte postale d'une amie en vacances dans le Maine, et puis je l'ai vue. Une enveloppe blanche toute simple. Mon nom et mon adresse y étaient inscrits d'une écriture familière, légèrement désordonnée, qui a fait se serrer mon cœur douloureusement. Elle venait de Dean. Mon premier réflexe viscéral a été de la jeter dans la déchiqueteuse, sans me poser de questions. J'avais passé un an à rebâtir méticuleusement la forteresse autour de ma vie, brique après brique douloureuse. Ma paix était une chose neuve et fragile, et cette lettre ressemblait à une pierre jetée par-dessus le mur, menaçant de briser ce calme. J'avais entendu des choses, bien sûr, des murmures provenant des rumeurs de la ville toujours active. J'avais appris à traiter ces informations avec le détachement d'un chirurgien, en les observant sans les laisser m'atteindre. Le mois dernier encore, j'avais croisé Carole, une ancienne connaissance, au marché des producteurs. Après les banalités d'usage un peu maladroites, son visage s'était adouci dans un regard de sincère pitié qui ne m'était visiblement pas destiné. « Lorraine, tu es incroyable », avait-elle dit, et je savais que c'était vrai. J'étais en bonne santé, je souriais, je tenais sur mes 2 jambes. Puis elle s'était approchée d'un air complice. « Tu as des nouvelles d'Arthur » avait-elle chuchoté. Selon Carole, la déchéance d'Arthur avait été rapide et brutale. Sa jeune et jolie maîtresse, celle qu'il affichait à l'écran lors de mon anniversaire, aimait visiblement son train de vie, pas lui. Dès que les comptes ont été gelés et l'avis d'expulsion signifié, elle est partie. Elle a disparu. Arthur, dont la réputation dans le milieu des affaires était ruinée après l'échec spectaculaire de sa transaction, n'avait pas pu trouver de nouveaux investisseurs. Il avait été contraint de vendre sa voiture de luxe et vivait désormais dans un triste complexe d'appartements beige près de l'autoroute. Il essayait, disait Carole, de travailler comme consultant, une déchéance humiliante pour un homme qui se voyait autrefois comme un empereur de l'industrie. Elle avait aussi des nouvelles des autres. Gareth, mon fils qui appréciait la maîtrise de soi par-dessus tout, l'avait complètement perdu. La saisie de la Mustang n'avait été que le début. La mention négative sur son dossier de crédit lui interdisait d'obtenir un prêt ou même un appartement convenable. Il avait perdu son poste prestigieux à cause de ce scandale et travaillait désormais dans un poste d'encadrement intermédiaire usant dans une entreprise dont il se moquait autrefois, son orgueil mis à l'épreuve quotidiennement. Spencer, le mondain charmeur, avait découvert que son charme était directement lié à son portefeuille. Lorsqu'il n'avait plus été en mesure de payer l'addition, ses amis de passage s'étaient éloignés. Il travaillait comme barman, un emploi qui le forçait à regarder les autres vivre la vie qu'il considérait autrefois comme un fantôme solitaire hantant les lisières de la haute société. Ces informations m'avaient procuré une sombre satisfaction intellectuelle, le sentiment que l'univers avait, à sa manière, rétabli l'équilibre des forces. Mais cette lettre, c'était différent, c'était personnel. C'était une communication directe de l'un des artisans de ma souffrance. Je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine et, pendant 3 jours, elle est restée comme un rectangle blanc silencieux de douleur potentielle. Chaque fois que je passais devant, je ressentais une secousse. J'avais peur de l'ouvrir. Peur de ce qu'elle pouvait me demander, peur qu'il s'agisse d'un piège, d'une nouvelle forme de manipulation. Finalement, par un dimanche matin tranquille, une tasse de café forte à la main, le soleil illuminant mon salon récemment redécoré tout en couleurs claires et en meubles confortables, sans plus aucune trace des goûts massifs et sombres d'Arthur, j'ai décidé que j'étais assez forte. J'ai ouvert l'enveloppe. La lettre qu'elle contenait ne faisait qu'une page, écrite sur du papier ligné ordinaire. « Chère maman », commençait-elle. Mon souffle s'est coupé. Il ne m'avait pas appelé ainsi depuis ce qui me semblait une éternité. Je ne sais pas si tu liras cette lettre, et je ne t'en voudrais pas si tu la jetais. Je ne t'écris pas pour te demander quoi que ce soit, je le jure sur ma vie. Je ne veux pas d'argent et je ne te demande pas de changer d'avis sur le testament ou quoi que ce soit d'autre. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Nous le méritions, je le vois bien aujourd'hui. J'ai dû faire une pause, les yeux embués. J'avais déjà entendu des excuses, ces formules creuses et égoïstes du genre « je suis désolé que tu le prennes comme ça », mais celle-ci semblait différente. Je t'écris parce que j'avais besoin de te dire que je suis désolé. Ce que nous t'avons fait lors de ta fête a été la pire chose à laquelle j'ai jamais participé, c'était monstrueux. Je le comprends aujourd'hui. Je suis resté là sans rien dire, et cela me rend tout aussi coupable que. J'ai été un lâche,
pur et simple. Je voulais tellement l'approbation de papa, j'étais tellement séduit par l'idée qu'il était le plus cool, que je l'ai aidé à briser sa propre femme, ma propre mère. Il n'y a aucune excuse à cela. Cette dernière année a été la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus authentique. J'ai quitté l'université et je travaille dans un magasin de bricolage. Ce n'est pas une vie de rêve. J'assemble des barbecues et je remplis des étagères, mais c'est la première fois que je gagne mon propre argent, que je paie mon propre loyer pour une toute petite chambre. C'est la première fois que je dois me comporter en adulte. Et cela m'a fait réaliser à quel point j'étais un garçon gâté, ingrat et profondément faible. Cela m'a fait réaliser tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu nous as donné, que nous considérions comme un dû, comme l'air que nous respirions. Je ne parle plus à papa ni à mes frères. J'ai essayé de leur parler de ce que nous avions fait, de mes regrets, et ils ne comprennent pas. Ils sont toujours en colère contre toi. Ils pensent que tu es la méchante de l'histoire. Ils te rejettent la faute de leurs problèmes. Je ne peux plus vivre dans ce poison. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je ne le mériterai probablement jamais, c'est une conséquence avec laquelle je dois vivre. Mais je voulais simplement que tu saches qu'au moins l'un d'entre nous comprend. L'un d'entre nous est vraiment, profondément désolé de t'avoir brisé le cœur. Dean. J'ai lu la lettre 3 fois, puis une 4e. Les larmes que je pensais ne plus avoir coulaient sur mon visage, perlant sur le papier ligné bon marché. Ce n'étaient pas des larmes de pure tristesse ou de colère neuve. C'étaient les larmes d'un chagrin profond et complexe, mais mêlées à une lueur d'autre chose. C'était la première fissure dans le mur de glace si soigneusement construit autour de mon cœur. C'était une note fragile et unique de sincères remords dans une symphonie de bruits égoïstes et arrogants. Ce n'était pas une solution. Ce n'était pas un remède magique qui réparait tout, mais c'était quelque chose, une reconnaissance. Et après une année passée à avoir le sentiment que ma souffrance leur était invisible, c'était une chose d'une grande force. Alors, me voici de retour là où j'ai commencé cette histoire, assise sur ma balancelle. Mais tout est différent. La balancelle, autrefois réceptacle de mon chagrin, est désormais mon endroit préféré pour boire mon café du matin et regarder le lever du soleil. L'air est frais et pur. Et le jasmin que j'ai planté pour remplacer les anciens arbustes chargés de souvenirs exhale un parfum doux et nouveau. Ma vie m'appartient, et c'est une belle vie, une vie construite de mes propres mains. Mon entreprise d'architecture paysagère, New Bloom Landscape, rencontre un succès plus grand que tout ce que j'avais pu imaginer. J'ai une liste d'attente de clients, une petite équipe dévouée. La semaine dernière, je me tenais sur le toit-terrasse du nouvel hôtel du centre-ville, contemplant le jardin terminé, ma création, mon œuvre, avec la silhouette de la ville qui s'étendait devant moi. Et j'ai éprouvé un sentiment de fierté si profond, si purement mien, qu'il m'a mis les larmes aux yeux. Les chèques de paie que je dépose à la banque, portant le nom de mon entreprise, ont plus de valeur à mes yeux que n'importe quel dollar hérité. C'est une réussite que j'ai méritée. Ma maison a été transformée. Ce n'est plus le monument d'un mariage raté. Les meubles sombres et massifs ont disparu, remplacés par des éléments clairs et aériens que j'ai choisis moi-même. Les murs sont peints dans des tons chaleureux et joyeux. Et les photographies, toutes les photographies ont été changées. Le mur de cadre dans le couloir ne montre plus les sourires forcés d'une famille qui n'était qu'un mensonge. Désormais, il accueille des images de mes amis et moi en train de rire lors d'un voyage à Santa Fe, une photo de mon équipe et moi couverts de terre et souriant après avoir terminé un grand chantier, un cliché magnifique que j'ai pris moi-même du coucher de soleil sur la côte amalfitaine. C'est le mur de ma nouvelle vie, de ma famille d'élection, de ma joie. Mes amitiés sont le socle de cette nouvelle existence. Des femmes que j'avais négligées dans le tourbillon de mes obligations familiales se sont rassemblées autour de moi. Nous organisons des soirées vin dans le jardin que j'ai méticuleusement aménagé. Nous voyageons ensemble. Nous soutenons nos projets mutuels. Elles m'ont vu au plus bas et ont célébré ma renaissance. Elles sont les sœurs que je n'ai jamais eues et leur affection est une présence rassurante et constante. Et puis il y a la lettre de Dean. Elle est posée sur mon bureau, dans une petite boîte en bois. Je ne lui ai toujours pas répondu. Non pas que je sois en colère plus maintenant, mais parce que la question de savoir ce qu'il convient de faire ensuite se révèle d'une immense complexité. Pendant quelques jours après l'avoir lu, je me suis surprise à rédiger des réponses dans ma tête. L'une était froide et distante, prenant acte de ses excuses mais n'offrant rien de plus.
Une autre était chaleureuse, entr'ouvrant la porte d'un entrebâillement. Je suis même allé jusqu'à sortir une feuille de mon plus beau papier à lettres, ce papier épais et crème que je réserve aux messages spéciaux, et j'ai pris mon stylo plume préféré. J'ai écrit la date en haut de la page. Et puis je me suis arrêté, car ce que j'ai réalisé dans ce moment d'hésitation a été la leçon la plus forte de cette année écoulée, la victoire ne résidait pas dans le fait de leur couper les vivres. La victoire ne résidait même pas dans ma propre réussite. La véritable victoire consistait à me réapproprier mon propre destin. Pendant 25 ans, ma vie n'a été qu'une suite de réactions aux besoins et aux désirs de mon mari et de mes fils. Aujourd'hui, pour la première fois, je ne réagis pas, je choisis. La décision de contacter Dean ou non m'appartient à moi seul. Elle n'est dictée ni par la culpabilité, ni par l'obligation, ni par le fantôme de la mère que j'étais. Ce sera un choix fait par la femme que je suis aujourd'hui, une femme forte, indépendante et farouchement protectrice de sa propre paix. La mère en moi souffre pour le garçon perdu de cette lettre. Mais la survivante en moi sait que mon propre bien-être doit passer en premier, toujours. Je regarde mon jardin. Les roses que j'ai plantées le printemps dernier sont en pleine et magnifique floraison. Elles sont fortes, vigoureuses. Elles ont survécu aux gelées de l'hiver et aux insectes de l'été, et elles sont revenues plus belles que jamais. Mais elles ont besoin de soins. Elles ont besoin d'être taillées, d'être protégées des maladies. Ma paix ressemble à ce jardin, elle est belle et florissante, mais elle exige ma vigilance de chaque instant. Mon ancienne vie est une histoire qui a été racontée. Mon ancienne famille est un chapitre qui a été clos. Mais mon avenir est un vaste paysage vierge. Et pour la première fois, je suis la seule à tenir la carte. Je suis la seule à tenir le stylo. C'est moi qui décide où le chemin nous mène, quelles graines semer, quel mur construire. Et c'est là un pouvoir plus grand que n'importe quel héritage. C'est la liberté suprême. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà eu à reconstruire votre propre vie à partir des cendres ou si une partie de ce parcours a trouvé un écho en vous, s'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'est un rappel puissant que personne d'entre nous n'est seul dans ses combats. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car chacun d'entre nous a une histoire de résilience qui mérite d'être racontée.